Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, voici mes liens d'intérêt. Alors, l'immunothérapie dans le cancer du foie, c'est intéressant d'abord parce que le foie est le lieu de l'immunotolérance. En effet, le foie fait face à un afflux de néo-antigènes tous les jours et du coup adapte les mécanismes immunitaires avec une immunotolérance par des voies innées, des voies adaptatives, faisant entre autres intervenir l'IL-10, le TGF-bêta par les cellules de Kupfer et les cellules endothéliales, entre autres par un rôle de cellules présentatrices d'antigènes des cellules endothéliales et qui est régulé par une diminution de la présentation des récepteurs dont Rosine a parlé tout à l'heure, CD80, CD86, qui sont les récepteurs du CTLA4, et entre autres aussi par le rôle des lymphocytes T régulateurs. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'immunologie du foie, j'en serais bien incapable. Donc est-ce qu'on a observé l'expression des checkpoints immunitaires dans le carcinome hépatocellulaire? Ben oui, et finalement c'est pas si récent que ça, puisque la publication que vous voyez ici date de 2009, 2011. Et pour résumer ces publications, déjà il y a de l'expression PD1 dans les tumeurs. Il y a de l'expression PDL1 dans la tumeur et dans le tissu péritumoral. Et il y a aussi, chose intéressante dans ce papier de 2016, une expression dans le sang circulant de PDL1 soluble, et tout ça est associé au pronostic de nos patients. Donc un intérêt d'utiliser des anti-PDL1 ou anti-PD1 dans le traitement du carcinome hépatocellulaire. Alors à quel endroit de l'algorithme thérapeutique nous allons pouvoir utiliser ces thérapeutiques? Le premier, et le plus évident, c'est dans le carcinome hépatocellulaire avancé, le BCLCC, en première et en seconde ligne thérapeutique, en monothérapie ou en combinaison. Mais ça peut aussi être à des stades plus précoces de la maladie, au stade intermédiaire en association avec la chimio-embolisation lipiodelée, ou au stade précoce, soit de manière adjuvante pour ces deux thérapeutiques, soit pour potentialiser l'effet abscopal d'une de ces thérapeutiques. Alors qu'est-ce que l'effet abscopal ? C'est un effet qui a été décrit de manière assez ancienne, en 1953, par M. Moll, et qui avait été décrit uniquement avec la radiothérapie, et qui est un effet qui consiste en une destruction localisée d'une partie de la tumeur et qui va permettre de guérir le reste de la tumeur, y compris des métastases très loin à distance de la zone traitée. Alors, dans le carcinome hépatocellulaire, on peut espérer avoir un effet abscopal en utilisant de la radiothérapie, même si c'est peu utilisé dans le carcinome hépatocellulaire jusqu'à maintenant comme traitement unique. On peut utiliser une destruction percutanée, pas uniquement de la radiofréquence. On en a parlé hier au club du CHC, mais avec de l'électroporation par exemple, ou on peut utiliser des techniques de chimio-embolisation, d'embolisation, de radio-embolisation, enfin tout ce qui est en embolisation, et qui va permettre un relargage de néo-antigènes. Alors, est-ce qu'on a dans la littérature des preuves de l'efficacité de cet effet abscopal? On n'a qu'un papier jusqu'à maintenant avec un anti-CTLA4 qui est le tremelimumab de Medimune, fait au NIH sur un nombre limité de patients. Ce que l'on voit sur cette courbe, donc vous voyez qu'il y a des patients qui n'étaient que BCLCB qui ont été traités, et on a une proportion de patients qui vont avoir une réponse partielle à ces traitements. C'est encourageant, mais on n'a pas de preuve formelle de l'efficacité de ce traitement par rapport au traitement standard, puisque c'était une étude de phase 2 non randomisée. Donc on ne sait pas ce qu'aurait donné la chimio-embolisation seule dans ce groupe de patients. Est-ce qu'on a des résultats au stade avancé?
Seul résultat aujourd'hui publié, c'est les résultats de cette étude de phase 1-2 avec le nivolumab, qui est donc un anti-PD1, qui comprend une étude de phase 1 sur 48 patients et une étude de phase 2 sur 214 patients. Alors, je vous ai résumé très vite cette étude en ne mettant que les éléments qui me semblent intéressants à retenir. C'est le taux de réponse objective, 16%, avec quand même 2% de réponse complète, 14% de réponse partielle, donc très encourageant. Et puis, la médiane de survie de la partie phase 1 de cette étude, avec chez les patients qui étaient naïfs de tout traitement par sorafenib une médiane à 14,1 mois, et les malades déjà pré-traités par sorafenib une médiane de 15 mois. Les autres éléments très intéressants avec ce type de traitement, c'est la tolérance, avec finalement peu d'effets secondaires. Effectivement, quand ils sont là, il faut faire attention, il faut rapidement dégainer sur les corticoïdes, mais avec seulement 4% d'effets secondaires graves reliés au traitement, donc de grade 3-4. Et un élément qui est très intéressant, qui est l'absence de dégradation de la qualité de vie chez nos patients, en tout cas pendant les 25 semaines de cette étude, où les patients avaient des questionnaires de qualité de vie toutes les 2 semaines. Et je vous invite à assister à la communication d'Olivier Rosemorduc de cet après-midi, qui va du coup vous détailler l'update des données de cette étude avec la médiane de survie qui est réactualisée. Alors, Rosine en a parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas que CTLA4, il n'y a pas que le couple PD1-PDL1, il y a une foultitude de checkpoint inhibiteurs qui vont être soit inhibiteurs, soit activateurs. Et aujourd'hui, c'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive, mais on a une foultitude de thérapeutiques développées par les industriels pour essayer de proposer des thérapeutiques pour chacun de ces checkpoints. Alors, est-ce que ça fait mieux d'être en combinaison par rapport en monothérapie? Ça, c'est l'exemple du mélanome PDL1 négatif. Eh bien oui, ça fait mieux d'avoir le nivolumab plus l'ipilimumab par rapport au nivolumab seul ou l'ipilimumab seul. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça fait mieux en termes d'effets secondaires, avec une augmentation, certes, des effets secondaires. Là, c'était les myocardites et les myocardites fatales, des effets secondaires rarissimes, mais une augmentation très significative quand on est en bithérapie par rapport à la monothérapie. Donc, il va falloir réfléchir à 2 fois avant de commencer des bithérapies, voire des trithérapies avec ces médicaments. Alors, je vous invite à lire cette revue de Nature Review Clinical Oncology de 2016, qui revisite un petit peu le concept de traitement par immunothérapie en classant les tumeurs et les besoins, ce que l'on va avoir besoin de faire pour ces tumeurs. Le premier groupe de tumeurs, c'est un groupe de tumeurs chez qui on va avoir besoin d'éliminer cette suppression immunitaire qui a été développée par la tumeur. Et les auteurs décrivent tous les points de contrôle auxquels on pourrait s'attaquer. Le deuxième groupe de tumeurs sont les tumeurs chez qui on va avoir besoin de provoquer une mort cellulaire immunogénique. Le troisième groupe étant les tumeurs chez qui on va avoir besoin d'augmenter la fonction des cellules présentatrices d'antigènes. Et le quatrième, des tumeurs des patients chez qui on va avoir besoin d'augmenter l'efficacité des lymphocytes T et des macrophages. Alors, vous voyez que la figure est très chargée et ça vous fait toucher du doigt la complexité des associations thérapeutiques que l'on va devoir gérer et les toxicités qui vont du coup être induites. Alors, je voudrais terminer sur les facteurs prédictifs de réponse en traitant 3 domaines. Les signatures inflammatoires tissulaires de la tumeur, mais aussi du tissu non tumoral, l'immunophénotypage et les analyses mutationnelles. Alors ça, c'est le schéma un petit peu simplifié de ce qu'est le cancer d'un point de vue immunologique. En fait, il y a 3 types de cancers. Il y a les cancers inflammatoires,
Il y a les cancers dans lesquels il y a un désert immunologique complet et les cancers pour lesquels il y a une exclusion du système immunitaire. Et donc le système immunitaire ne peut pas rentrer dans ces tumeurs. Et finalement, la tumeur emblématique des thérapeutiques pour lesquelles dont nous avons accès à l'heure actuelle, c'est la tumeur inflammatoire avec la possibilité de traiter avec des anti-PDL1, des anti-PD1. Alors, est-ce que dans le carcinome hépatocellulaire, ces signatures inflammatoires tissulaires sont prédictives de la réponse au traitement? Bien sûr, la seule étude dont nous disposons à l'heure actuelle, donc cette étude de phase 1-2, la réponse est non, puisque le pourcentage de réponse objective dans l'étude de phase 1 était de 25% quand les malades étaient PDL1 positifs, 15% PDL1 négatifs. Et dans l'étude de phase 2, donc dans l'extension, alors il y a moins de patients, mais c'était 19% PDL1 positif et 20% PDL1 négatif. Donc, dans le foie, on n'a vraiment pas l'impression que l'expression tumorale de PDL1 change quoi que ce soit à la réponse au traitement. Mais se limiter à l'expression tumorale serait oublier les histoires qui ont été décrites précédemment. Et je voulais revenir sur ce papier de Hoshida, publié dans New England Journal of Medicine en 2008, qui décrivait des signatures pronostiques du carcinome hépatocellulaire sur tissu fixé en paraffine. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il avait eu la surprise de ne pas trouver de signature moléculaire dans la tumeur, mais uniquement dans le tissu péritumoral. Et il n'y avait que le tissu péritumoral qui était prédictif de la mortalité des patients. Donc il va falloir qu'on aille chercher dans le tissu péritumoral. Et cette étude faite au laboratoire et à l'hôpital de Grenoble, où on a aussi observé que dans le foie, c'est bien beau de s'intéresser à la tumeur, mais ici vous avez un marquage CD3 dans la tumeur, où il y a très peu de cellules inflammatoires CD3 positives, alors que quand on regarde le tissu péritumoral, il y a énormément de marquages CD3 positifs. Et avec des immunohistochimies assez complètes sur les différents types cellulaires de cellules inflammatoires, on avait entre 6 et 13 fois plus de lymphocytes infiltrant le foie que de lymphocytes infiltrant la tumeur. Donc en tout cas, dans le carcinome hépatocellulaire, je pense que ce serait une énorme erreur de ne s'intéresser qu'à ce qui se passe dans la tumeur et de ne pas s'intéresser à l'extra-tumoral. L'autre partie, c'est l'immunophénotypage. Alors l'immunophénotypage idéal, c'est un immunophénotypage dynamique, un immunophénotypage tissulaire et périphérique sanguin. Alors c'est un travail qu'on a initié il y a 1 an et demi avec ma postdoc, où chez tous les patients chez qui on va débuter un traitement pour un carcinome hépatocellulaire, on fait une biopsie tumorale, une biopsie extratumorale du foie et du sang périphérique, et on suit par immunophénotypage dans le sang périphérique les patients à 1 mois, à 3 mois et puis à plus long terme. Alors, les premiers résultats sont des résultats très préliminaires, mais c'est que les populations qui expriment PD1 de manière importante dans le sang, c'est beaucoup plus faible que ce que l'on peut voir dans la tumeur et dans le tissu péritumoral, et que dans la tumeur, on a beaucoup plus de CD8 plus exprimant PD1 que de CD4 plus. Alors qu'est-ce que ça donne en dynamique? Là, c'est l'exemple d'une patiente qui a été traitée par anti-PD1. Vous voyez à T0 avant le début du traitement, il y a une forte expression de PD1 sur les cellules T et une forte expression d'OX40 et de 4,1BP. Et en cours de traitement, dès 1 mois de traitement, en fait, on a une diminution drastique des cellules T périphériques exprimant PD1, mais une réponse compensatoire avec une augmentation énorme des cellules T qui expriment TIM3 et LAC3, et du coup, qui permettent à la tumeur d'échapper. Et finalement, cette patiente est décédée très vite de progression tumorale.
Enfin, le dernier point, c'est l'analyse mutationnelle. On vous a montré tout à l'heure que la réponse au traitement dépendait de la charge mutationnelle des patients. Alors, ça a été très bien démontré dans le mélanome métastatique avec ce papier du New England de 2014, où si les malades traités par anti-CTLA4 avaient plus de 100 mutations, eh bien, ils avaient une meilleure survie à long terme. Et comme vous l'a montré Rosine tout à l'heure, finalement, le CHC est assez pauvre. On n'a que 39 mutations en médiane par tumeur. Donc finalement, pas forcément une tumeur de grand intérêt pour l'immunothérapie. Alors là, je voulais parler de ça surtout pour introduire ce nouveau concept, parce que la charge mutationnelle, juste en termes de nombre de mutations, ne doit plus être utilisée. Il y a un très beau papier de revue générale dans Cell qui vient de paraître sur l'analyse immunogénique des mutations. C'est-à-dire que ça ne va pas être la même chose d'avoir une mutation ponctuelle ou bien une délétion complète. Et ça ne sera pas la même chose d'avoir une mutation ponctuelle qui va générer un épitope qui va pouvoir être reconnu par le système immunitaire ou générer une mutation, une modification d'épitope qui ne sera pas reconnue par le système immunitaire. Et donc, on a des bioinformaticiens maintenant qui sont capables de prédire, avec l'analyse des mutations, avec l'analyse de ce que sera la structure tridimensionnelle de la protéine après, si cette mutation est immunogénique ou pas. En conclusion, l'immunothérapie, comme vous l'ont montré mes deux précédents présentateurs, c'est une avancée majeure en oncologie, il n'y a aucun doute là-dessus, avec des réponses tumorales prolongées, une très bonne tolérance. Les associations thérapeutiques sont très prometteuses, mais il faut faire attention aux effets indésirables immunologiques. Alors le CHC, c'est une cible intéressante de l'immunothérapie, mais le risque d'hépatite auto-immune, et donc on le verra avec la communication de demain, ça existe. Et je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur l'infiltrat inflammatoire du tissu non tumoral. Ça nous pousse à approfondir nos connaissances en immunologie du CHC et de l'environnement hépatique. Et ça nous pousse à chercher des facteurs prédictifs de réponse avec l'aide de nos sociétés savantes. Je vous remercie pour votre attention et je profite de cet événement pour vous présenter le guide qu'on a écrit sous l'égide de la FEF, de la CHBT et de la Société d'imagerie abdominale sur le cancer du foie qui est dédié à nos patients. Je vous remercie de votre attention.